Lorsque vous êtes assis dans un avion et que vous buvez un café à 10 000 mètres d'altitude, vous ne voyez qu'une surface blanche et lisse. Mais sous cette peinture se cache le résultat d'une force incroyable, dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes venus voir comment on presse les ailes et les fuselages. Et croyez-moi, les dimensions des machines ici vous donneront l'impression d'être des fourmis sur une aire de jeu pour enfants. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu où le métal devient comme de la pâte à modeler tiède, où la volonté humaine et la pression hydraulique forcent d'immenses structures à se plier selon l'angle voulu. Nous sommes dans l'une des plus grandes usines aéronautiques et je vous promets qu'après cet épisode, vous regarderez l'aile d'un avion avec un tout autre regard. Commençons par le monstre principal de cet atelier, une presse hydraulique géante. Cette bête fait la hauteur d'un immeuble de 5 étages et s'enfonce encore de 10 mètres sous terre pour tenir sur des fondations massives. Sa force atteint 50 000 tonnes. Prenez un instant pour y penser. 50 000 tonnes de pression sur une seule pièce. C'est comme si 20 000 éléphants piétinaient simultanément un morceau de métal. Pourquoi une telle brutalité ? C'est que les éléments porteurs de l'aile, les longerons, exigent une résistance hors du commun. Si vous vous contentez de découper une telle pièce dans un bloc d'aluminium, elle restera fragile. Mais si vous la comprimez sous presse, la structure du métal se transforme, les fibres se densifient, et la pièce acquiert la capacité d'encaisser des charges extrêmes, au décollage ou en pleine turbulence. Nous observons en ce moment même une ébauche chauffée en alliage d'aluminium, généralement du duralumine additionné de cuivre et de magnésium, qui s'engage lentement sous la presse. La température de la pièce atteint environ 450 degrés Celsius. C'est le moment où le métal n'est déjà plus rigide, mais n'a pas encore commencé à fondre. L'énorme matrice s'abaisse et vous sentez la vibration même à travers les semelles de vos baskets. En quelques secondes, ce qui n'était qu'une plaque informe se transforme en un longeron élégant de 25 mètres de long, avec une précision de fabrication d'un dixième de millimètre. C'est une alliance spectaculaire de force brute et de précision d'orfèvre. Mais l'aviation moderne, ce n'est pas que de l'aluminium. Si nous tournons la tête vers la droite, nous découvrons un processus tout à fait différent, qui évoque la confection d'une gigantesque pâte feuilletée. Nous sommes dans la fabrication de pièces composites pour le fuselage et les ailes des avions de ligne actuels. Ici, pas de presse au sens classique, mais une pression d'un autre ordre. On y utilise la fibre de carbone. Observez ces machines automatisées. Elles enroulent de fines bandes de fibres de carbone sur un moule gigantesque qu'on appelle mandrin. Chaque bande est imprégnée d'une résine spéciale. Puis, l'ensemble de cette structure, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et 6 mètres de diamètre, est enveloppé d'un film sous vide avant d'être envoyé dans un autoclave. L'autoclave est en substance un four géant sous pression. Nous nous tenons actuellement devant sa porte, qui ressemble à un sas de vaisseau spatial. À l'intérieur, on crée une pression de 10 atmosphères et une température d'environ 180 degrés. Sous l'effet de cette pression, les couches de composite carbone se compactent si étroitement qu'elles ne forment plus qu'un bloc monolithique. Après plusieurs heures de cette cuisson, nous obtenons une section de fuselage 20% plus légère que l'aluminium, tout en étant plusieurs fois plus résistante. Cela permet aux avions de consommer moins de carburant et de voler sur de plus longues distances. Passons maintenant à l'atelier d'assemblage, où ces pièces deviennent un organisme unique. Nous assistons ici au processus de rivetage. Autrefois, des ouvriers armés de marteaux pneumatiques s'en chargeaient, dans un vacarme à vous rendre sourd en 5 minutes. Aujourd'hui, ce travail est confié à d'énormes robots, les positionneuses. Elles se déplacent le long de l'aile avec une précision de quelques micromètres. Chacune de ces machines peut poser plusieurs milliers de rivets en une seule journée. Une aile moyenne de gros porteurs peut en compter jusqu'à 400 000.
Le robot perce d'abord un trou, l'enduit ensuite d'un mastic spécial, insère le rivet, puis le presse avec une force calculée au plus juste. Vous vous demandez sans doute pourquoi on ne soude pas tout simplement un avion. La réponse tient à la physique du vol. En plein ciel, l'appareil respire en permanence. Le fuselage se dilate et se contracte sous l'effet de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, tandis que les ailes fléchissent de plusieurs mètres. Dans ces conditions, les soudures se couvriraient très vite de fissures de fatigue et finiraient par céder. Le rivetage, lui, permet aux pièces de jouer légèrement l'une par rapport à l'autre, préservant ainsi l'intégrité de la structure pendant 25 voire 30 ans d'exploitation. Observons un banc d'essai, où les ailes sont soumises à des tests de résistance. Le spectacle n'est pas pour les âmes sensibles. Une aile terminée est fixée dans un bâti spécial, puis des vérins hydrauliques puissants commencent à la tirer vers le haut. Vous voyez l'extrémité de l'aile s'élever de plus en plus haut. 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres. On croirait qu'elle va se briser dans un fracas retentissant. Mais les ingénieurs restent sereins. Ils savent que l'aile d'un avion de ligne moderne doit supporter une flexion, dépassant d'1,5 fois la charge maximale possible en pleine tempête. Certaines ailes peuvent ployer de près de 7 ou 8 mètres avant que la rupture ne s'amorce. Autre étape cruciale, le traitement anti-corrosion. Une fois sorties de la presse, les pièces sont plongées dans d'immenses cuves d'électrolyte. C'est le processus d'anodisation. À la surface de l'aluminium se forme une couche protectrice d'oxyde qui empêche l'humidité et le sel atmosphérique de ronger le métal. Ces bassins mesurent 30 mètres de long et peuvent accueillir des segments entiers de la future aile. On applique ensuite un apprêt spécial, d'un jaune vif ou d'un vert éclatant. Vous avez sans doute déjà vu des avions dans cet état, sur des vidéos de chaînes d'assemblage. C'est la dernière couche de protection. Regardez cette pièce, c'est une nervure. Il y en a des dizaines dans une aile. Elle forme son squelette interne, comme les côtes chez l'homme. Autrefois, les nervures étaient assemblées à partir de cornières et de feuilles de métal séparées, reliées par des milliers de boulons. Aujourd'hui, grâce à des presses puissantes et à des fraiseuses de haute précision, on les fabrique d'un seul tenant à partir d'énormes plaques d'aluminium. Nous prenons une plaque de 3 tonnes, nous la pressons, puis la machine retire tout le superflu, ne laissant qu'une structure ajourée de 90 kg seulement. Cela permet d'éviter les assemblages inutiles et donc les points de rupture potentiels. Moins de pièces, plus de fiabilité. Nous longeons à présent la section où l'on assemble le fuselage. Vous voyez ces immenses anneaux? Ce sont les cadres. Ils définissent le profil transversal de l'appareil. Ils sont également fabriqués par pressage à chaud pour garantir une géométrie parfaite. Une fois tous les couples positionnés à l'aide de niveaux laser, avec une précision au dixième de millimètre, on commence à poser les feuilles de revêtement. Chacune de ces feuilles présente une courbure complexe et est formée sur des presses d'étirage spéciales. La feuille de métal est serrée des deux côtés et littéralement tendue sur le moule, comme une peau sur un tambour. Ce n'est qu'alors qu'elle épouse parfaitement la structure de l'appareil. Merci de votre attention. N'oubliez pas les likes et les commentaires. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Un matériau souple à partir de pierre. Eh oui! Chaque année, des millions de mètres cubes de laine de roche sont produits dans le monde. Mais lorsqu'on la découvre en magasin, elle semble presque inoffensive. Des panneaux jaunâtres légers, des rouleaux, des nattes fibreuses et souples. Ce n'est qu'en visitant l'usine qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple isolant de rayon, mais d'un matériau qui naît presque comme une roche volcanique après une éruption. Je me suis rendu là où la pierre se transforme en une masse aérienne, composée de milliards de fibres fines, capables de contenir le froid, le feu et le bruit.
Dans ce type de production, tout commence non pas avec un matériau souple, mais avec de la pierre dure, lourde et brute. La laine de roche prend généralement naissance dans le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales. Ce sont des morceaux noirs ou gris d'apparence banale, qui évoquent davantage du gravier routier qu'un futur isolant thermique pour la maison. Tout débute loin de l'usine, dans les carrières, où le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales sont littéralement découpées de la terre par couches gigantesques. Quand j'arrive sur un tel site, je ne découvre pas un simple trou dans le sol, mais un véritable amphithéâtre de pierre, avec ses terrasses, sur lesquelles rampent lentement d'énormes camions-bennes de plusieurs tonnes. Ici, rien de doux ni de délicat. C'est une étape rude, difficile, où tout commence par des explosions, des foreuses et de la mécanique pure. D'abord, les géologues repèrent les zones où la composition de la roche convient, car pour la laine de roche, ce n'est pas seulement la dureté de la pierre qui compte, mais aussi son équilibre minéral. Ensuite, on fore des puits profonds dans le massif, dans lesquels on place les charges. Après une explosion contrôlée, des pans entiers de roches se fissurent et s'effondrent en énormes blocs. Et c'est précisément à ce moment-là que la carrière s'anime. Des excavatrices au godet de la taille d'une pièce commencent à charger les débris dans des tombereaux. La pierre est ensuite acheminée vers le concassage primaire. Les gros morceaux, qui faisaient encore partie de la paroi rocheuse il y a peu, passent dans de gigantesques concasseurs à mâchoires, où ils sont broyés en fractions plus maniables. Le matériau est alors trié, les éléments indésirables sont séparés, et l'ensemble est préparé pour le transport vers l'usine. Autrement dit, avant même que la pierre ne devienne une masse fibreuse et souple, elle parcourt un chemin très rude et spectaculaire. De la roche massive à la matière minérale, contrôlée dont naîtra la laine de roche. Les camions les acheminent à l'usine, les déversent dans de grands silos, puis les alimentent dans le système de broyage. Là, la pierre est concassée, triée et mélangée dans les bonnes proportions. À ce stade, la production ressemble encore presque à une carrière, mais par la suite, tout devient beaucoup plus fascinant. Après préparation, la matière première est introduite dans le four de fusion. Et c'est là que commence ce pourquoi j'adore ce type d'usine. La température à l'intérieur du four grimpe jusqu'à environ 1500 degrés Celsius. La pierre, encore dure et froide il y a peu, commence à perdre sa forme, à s'affaisser, puis se transforme en une masse épaisse et incandescente. On dirait que quelqu'un a appris à une montagne à couler. Le flot de matière minérale liquide irradie d'une lumière orange vif et évoque la lave, non pas dans le cratère d'un volcan, mais au cœur industriel de l'usine. Et voici mon moment préféré de tout le processus, la formation des fibres. Car la laine de roche n'est ni découpée dans un bloc, ni pressée à partir de poussière, ni soufflée comme de la mousse. Elle est littéralement étirée à partir de la pierre fondue. La masse liquide est dirigée vers des centrifugeuses ou des disques tournant à haute vitesse qui vrombissent à une cadence vertigineuse. Lorsque les gouttes de roche en fusion atteignent ces éléments rotatifs, elles sont instantanément projetées dans toutes les directions et étirées en filaments fins. Cela ressemble beaucoup à la fabrication de barbe à papa, sauf qu'ici, au lieu de sucre, c'est de la pierre. Et au lieu d'une machine foraine, c'est un équipement industriel fonctionnant à des températures où le métal commence à rougeoyer. Tout autour règne un air brûlant, le rugissement des turbines et la sensation d'être à l'intérieur d'un moteur géant. Les fibres volent dans l'air en nuages, tandis que de puissants flux d'air les saisissent et les dirigent vers la chambre de formage. C'est là que naît ce fameux tapis minéral duveteux, qui deviendra ensuite des panneaux pour l'isolation des toitures, des façades et des cloisons. Mais pour l'instant, c'est encore une masse très instable, molle, chaotique, presque comme une pelote de toile d'araignée minérale brûlante. Pour que ce nuage fibreux se transforme en véritable matériau de construction, on y ajoute des liants. Ils sont pulvérisés de manière très uniforme,
recouvrant les fibres d'une fine couche. Tout cela vient ensuite se déposer sur un tapis roulant sous la forme d'un épais matelas fibreux. Et c'est là que je peux littéralement voir le futur isolant prendre forme. Au début, il est gonflé et volumineux, semblable à un nuage minéral, mais il passe ensuite sous un système de rouleaux et de cadres de calibrage qui lui donne son épaisseur exacte. Après cela, le matériau est envoyé dans un four de polymérisation. Ce n'est ni une fusion, ni un séchage au sens domestique du terme. C'est ici que se fixe la structure interne. Sous l'effet de la température, les composants liants durcissent et le matelas fibreux acquiert une forme stable. Si jusqu'à ce moment la laine de roche ressemblait à une masse duveteuse, après le four elle se comporte déjà comme un produit industriel fini. On peut la découper, la presser, la transporter et la monter sur les chantiers. C'est un vrai plaisir de voir comment le matériau passe d'une masse informe à une géométrie très précise. Après le traitement thermique, d'immenses panneaux se déplacent sur la ligne de découpe. Des couteaux et scies automatiques les découpent au format standard avec une précision millimétrique. C'est là que débute une toute autre esthétique. Plus de feu ni de fusion, place à l'ingénierie pure. Les panneaux sont nivelés, emballés, compressés pour le transport, enveloppés de film plastique et expédiés. Et tout cela a une cadence telle qu'on peine à suivre du regard le passage d'une étape à l'autre. Ce qui me fascine particulièrement avec la laine de roche, c'est qu'elle ressemble à quelque chose de léger et doux, alors qu'elle provient en réalité de roches volcaniques fondues. Il y a là un paradoxe industriel. L'un des matériaux de construction les plus doux au toucher naît dans l'un des environnements les plus brutaux qu'on puisse imaginer dans une usine. Chaleur intense, poussière, vibrations, vacarme, centrifugeuse, four, convoyeur, et au final, un matériau qui s'effacera ensuite tranquillement derrière une plaque de plâtre ou une façade pour accomplir son travail en silence pendant des décennies. Et il y a encore un aspect qui se ressent vraiment sur le site de production. La laine de roche n'est pas seulement appréciée pour son isolation thermique. Elle atténue également très bien le son et joue un rôle crucial pour la sécurité incendie. Car contrairement à de nombreux isolants polymères, elle est fabriquée à partir de minéraux qui ont déjà subi une chaleur extrême à l'usine. Cela signifie que dans une vraie maison ou un bâtiment industriel, elle agit non seulement contre le froid, mais aussi comme barrière contre le feu. Difficile de croire qu'il y a quelques minutes à peine, c'était une masse rocheuse liquide, semblable à de la lave. Et c'est précisément là tout l'intérêt de ce genre de visite. On se met à regarder les choses ordinaires autrement. Car après une telle usine, la laine de roche ne ressemble plus à un truc pour les travaux. Elle ressemble à un produit d'ingénierie très sérieux, qui a traversé le feu, les centrifugeuses et des dizaines de machines, pour ensuite rester discrètement dans un mur et vous préserver la chaleur en hiver. Chaque année, des milliers de tonnes de métaux sont extraites dans le monde. Mais un seul d'entre eux est si dangereux qu'il peut tuer un homme même sous forme de poussière, tout en nous permettant de remonter 13 milliards d'années dans le passé de l'univers. C'est le beryllium. Un métal plus léger que l'aluminium, mais plusieurs fois plus rigide que l'acier. Un métal sans lequel le télescope spatial James Webb n'existerait pas. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. Pourquoi sa production évoque-t-elle un cauchemar chimique? Et pourquoi le manipuler ressemble-t-il à un jeu mortel? Et que cachent exactement ces usines derrière leurs épaisses vitres de protection? Ne zappez pas, vous découvrirez ce qui changera à jamais votre perception du métal. Entrons directement dans les chiffres, car ils sont tout simplement renversants. Regardez ce bloc de métal.
En apparence, un simple morceau de ferraille grise, mais si j'essaie de le soulever, je risque de me heurter le menton tant je serai surpris. La densité du beryllium n'est que de 1,85 g par centimètre cube. C'est près de 30% de moins que l'aluminium, que nous considérons habituellement comme la référence en matière de légèreté. Mais voici le tour de force. Malgré cette quasi-apesanteur, le beryllium est 4 fois plus rigide que l'acier. Son module d'élasticité atteint l'incroyable chiffre de 303 gigapascales. Cela signifie que ce matériau oppose une résistance considérable à toute déformation. Vous pourriez en faire une structure fine, comme du papier. Elle conserverait sa forme sous une charge colossale. Son processus d'extraction constitue un chapitre à part dans le manuel de survie industrielle. La source principale, un minéral appelé bertrandite, extrait dans les déserts de l'Utah. Le minerai ne contient qu'environ 0,5% de beryllium. Pour extraire ce métal, la roche est broyée puis plongée dans de l'acide sulfurique, transformant le tout en une sorte de bouillie chimique. Ensuite, par une série de manipulations complexes avec des hydroxydes et des fluorures, on obtient du fluorure de beryllium pur. Celui-ci est mélangé à du magnésium dans d'immenses creusets et chauffé à une température de 1300 degrés Celsius. Le magnésium capte le fluor, tandis qu'au fond se déposent des grains métalliques brillants, ce qu'on appelle des pellets ou galets de beryllium. Mais ce n'est que le début, car il est impossible de les travailler directement. C'est ici que nous arrivons à la partie la plus dangereuse de notre visite. Le beryllium est une véritable bombe toxique. Sa poussière provoque la berylliose chronique, une maladie qui rend vos poumons tout simplement incapables de fonctionner. C'est pourquoi personne ici ne coule le métal dans des moules, comme on le ferait avec de la fonte. On utilise des méthodes de métallurgie des poudres. Les grains de métal sont broyés en une poudre fine dans des broyeurs spéciaux sous vide. Chaque grain de poudre doit être sous contrôle. Ensuite, cette poudre est versée dans d'immenses capsules d'acier et soumise à un pressage à chaud sous vide. Imaginez une pression de centaines d'atmosphères et une température de plus de 1000 degrés qui écrasent simultanément cette poudre, la forçant à devenir un bloc monolithique. Cela dure des heures, jusqu'à ce que la structure devienne parfaitement homogène. Pourquoi donc les ingénieurs du télescope ont-ils choisi ce matériau infernal pour leur miroir? C'est une question de froid cosmique. James Webb opère au point de Lagrange numéro 2, où la température chute à moins 223 degrés Celsius. Le verre ordinaire, soumis à un tel refroidissement, commence à se déformer de manière imprévisible. Or, le beryllium possède une propriété unique. Son coefficient de dilatation thermique devient pratiquement nul aux basses températures. Il se fige, pour ainsi dire. Cela a permis de créer des miroirs qui restent parfaitement lisses, même dans le froid le plus impitoyable du cosmos lointain. Chacun des 18 segments du miroir mesure 1,30 m de diamètre, mais ne pèse que 20 kg. Si nous les fabriquions en verre, ils pèseraient près de 100 kg chacun, et la fusée ne pourrait tout simplement pas décoller. Chaque miroir a été usiné dans un bloc massif, en retirant 90% de la masse à l'arrière pour créer une structure alvéolaire légère. C'est ce qu'on appelle l'allègement structural. L'épaisseur des parois n'y est que de quelques millimètres. Ensuite commence le polissage. Il s'effectue à l'aide de systèmes informatiques qui éliminent les irrégularités de l'ordre du nanomètre. 1/1000 de mètre, voilà la précision qui règne ici. Puis, les miroirs sont transportés dans une chambre cryogénique, où ils sont refroidis aux températures spatiales, les déformations microscopiques sont mesurées, puis on les polit à nouveau pour compenser ces variations. Ce cycle a été répété des dizaines de fois sur plusieurs années. Et maintenant, observez cette couleur. Nous avons l'habitude de voir les miroirs des télescopes dorés, mais sous l'or se trouve du beryllium pur. L'or n'est appliqué qu'à la toute fin,
par pulvérisation sous vide. La couche d'or ne fait que 100 nanomètres d'épaisseur. C'est 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pour ce miroir immense de 25 mètres carrés, on n'a utilisé qu'environ 48 grammes d'or. L'équivalent de 3 ou 4 alliances, étalé sur une surface gigantesque. L'or est nécessaire, car le télescope recherche le rayonnement infrarouge des toutes premières étoiles, qui se sont allumées il y a 13 milliards et demi d'années. Le beryllium apporte rigidité et stabilité, l'or une réflexion parfaite. Dans cette usine, les mesures de sécurité semblent paranoïaques, mais c'est une paranoïa justifiée. Vous voyez ces lignes jaunes au sol? Impossible de les franchir sans chaussures spéciales. L'air de l'atelier est entièrement renouvelé toutes les 3 minutes. Le taux de beryllium dans l'air ne doit pas dépasser 0,2 de microgramme par mètre cube. C'est si minuscule que vous ne pourriez même pas le voir au microscope. Et pourtant les capteurs sont partout ici. Chaque employé passe par une douche spéciale en fin de service. Et leurs vêtements sont éliminés comme des déchets dangereux. C'est le prix à payer pour pouvoir sonder les profondeurs du cosmos. Mais le beryllium ne se limite pas à l'espace. Regardez ces pièces minuscules pour moteurs d'avion. Parce qu'il conduit la chaleur mieux que la plupart des métaux, le beryllium est idéal pour les composants qui doivent refroidir rapidement. Sa conductivité thermique atteint environ 210 watts par mètre Kelvin. Il évacue la chaleur plus vite que l'aluminium, tout en ne fondant qu'à 1287 degrés. Cela permet aux avions de voler plus vite et aux moteurs de fonctionner plus efficacement. Autre fait intéressant que vous n'entendrez guère à l'école. Le beryllium est presque transparent aux rayons X. Si vous faites une radiographie à travers une plaque d'acier, vous ne verrez rien. Mais le beryllium laisse passer les rayons comme s'ils n'étaient pas là. C'est précisément pour cette raison que les fenêtres de tous les appareils de radiographie et scanners dans les hôpitaux sont fabriquées en feuilles de beryllium. Cela permet aux médecins d'obtenir des images nettes de votre corps, sans perdre la puissance du rayonnement dans l'appareil lui-même. Vous vous demandez combien coûte tout ce plaisir? Eh bien, si vous voulez acheter 1 kg de beryllium pur, prévoyez entre 800 et 1000 $. Mais ce n'est que pour la matière première. Le coût d'une pièce finie peut être des dizaines de fois plus élevé, en raison de la complexité de l'usinage et des mesures de sécurité. Un seul segment de miroir du web a coûté des millions de dollars, si l'on tient compte de toutes les années de tests et de polissage. Merci d'avoir suivi cette exploration, et si vous aimez la vraie science autant que moi, n'hésitez pas à laisser un like. À bientôt pour un prochain site secret. Salut les amis! Me voici devant cette énorme Champ. Vous savez, cette fusée qui n'explose pas, mais qui coupe tout sur son passage. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur, décortiquer chaque détail pour voir ce qui s'y cache. Et je vous raconterai tout tel que je l'ai vécu à l'usine. J'ai déjà visité un paquet de sites de ce genre, et cette fusée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, embarquons pour la visite. Champ n'est donc pas un missile ordinaire, mais un véritable concentré de haute technologie développé par Boeing pour l'US Air Force. Son nom complet est Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project, mais nous n'allons pas nous embarrasser de ces longues formules, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est qu'il embarque une arme à micro-ondes capable de neutraliser l'électronique ennemie sans la moindre explosion. Imaginez, il vole en silence, tel un fantôme. Et soudain, bam! Ordinateur, radar, système de guidage tombent en panne à des dizaines de kilomètres à la ronde. J'ai vu une démonstration sur stand. Le missile décolle depuis un avion, manœuvre, puis libère une impulsion de plusieurs millions de watts. L'efficacité est stupéfiante, sans éclat ni incendie. Les tirs d'essai de l'année 2030 ont été concluants. Le missile a survolé la zone test et neutralisé des systèmes entiers en un seul passage,
ordinateur compris. Les chiffres exacts de production sont classifiés, mais le programme se poursuit depuis 2009 sous l'égide de l'Air Force Research Laboratory. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis glissé dans l'atelier de fabrication, où s'assemblent ces merveilles technologiques. Et voici ce que j'ai vu. Le cœur du missile, c'est un générateur micro-ondes de haute puissance, quelque chose comme un oscillateur à relaxation ou un magnétron, qui crée une impulsion d'ondes électromagnétiques. Ces ondes pénètrent dans les appareils par les antennes, les fentes ou les câbles, et grillent les circuits sensibles. Le générateur fonctionne à des fréquences en gigahertz, produisant des impulsions d'une durée de nanosecondes, mais avec une énergie capable de calciner l'électronique sur des milliers de mètres carrés. J'ai touché le panneau. Le métal était froid, mais à l'intérieur bouillonne une telle puissance que sans blindage spécial, vous ne survivriez pas. Le corps du missile est en composite à base de carbone, pesant environ 2 tonnes pour une longueur de 7 mètres et un diamètre inférieur à 1 mètre. Elle est aérodynamique, dotée d'ailettes pour manœuvrer jusqu'à 20 km d'altitude. À l'intérieur, des compartiments de carburant. Un propulseur à combustible solide la projette d'abord en altitude, puis un moteur de croisière à carburant faible s'enclenche pour un vol de précision. J'ai jeté un œil dans le compartiment moteur. Valves, turbines, tout poli jusqu'à l'éclat, comme une œuvre d'orfèvrerie. Le carburant est un mélange à haute densité énergétique, calibré pour une portée de 2 km. Le système de guidage, c'est une autre histoire. Ici, gyroscope laser, navigation inertielle et module GPS protégé contre les brouillages. Le missile choisit lui-même ses cibles, radar, poste de commandement ou drone. Les ingénieurs l'ont testé sur banc d'essai. Il pivote de 30 degrés par seconde, tel un bolide de course. Et l'électronique à bord repose sur des puces dernière génération, résistantes à leurs propres impulsions. Je les ai entendus plaisanter. Ce truc coupe les ordinateurs ennemis, mais garde son smartphone allumé. Passons maintenant au mécanisme. L'ogive n'est pas un explosif, mais une antenne qui se déploie en vol comme un parapluie, élargissant la zone de frappe. Derrière, des batteries lithium-ion accumulent l'énergie pour le générateur. Je les ai vues en charge, des milliers de volts sous tension, mais tout reste isolé. Le refroidissement est liquide, au fréon, car les micro-ondes produisent énormément de chaleur. L'ensemble est scellé dans une coque hermétique, capable d'encaisser des accélérations 20 fois supérieures à la gravité terrestre. Tout commence par la structure. Dans l'atelier, les ouvriers revêtus de combinaisons de protection manipulent des composites à base de carbone, légers mais résistants comme du fil d'acier. Ces panneaux forment une coque de 7 mètres de long, assemblée par des boulons à revêtement de titane. J'étais là, à observer les machines laser découper la matière au millimètre près. Pas un gramme de trop. La structure est testée en résistance. Placée sur un banc d'essai, elle subit des simulations de surcharge, comme si la fusée filait déjà à Mach 2. S'il y a ne serait-ce qu'une micro-fissure, toute la structure est mise au rebut. Cela prend une journée entière, car le séchage du composite s'effectue à 100 degrés Celsius dans des autoclaves de la taille d'une pièce. Ensuite vient le plus intéressant. L'électronique est insérée à la main. Les machines sont ici impuissantes, car la délicatesse est cruciale. Des puces de la taille d'un ongle ne supportent pas une manipulation brutale. Les ingénieurs, gantés d'antistatique, montent les cartes. D'abord le système de contrôle avec gyroscope, puis le générateur à micro-ondes. Chaque fil est tressé dans un câble blindé pour éviter que les impulsions ne se perturbent mutuellement. J'ai vu un technicien souder des contacts sous microscope. Les mains tremblent, mais l'expérience lui permet de rester stable. L'électronique comprend des milliers de composants. Condensateur pour accumuler l'énergie, transistor pour générer des ondes en gigahertz.
Le montage dure une semaine, entrecoupé de contrôles. Des multimètres scannent chaque ligne au plus près pour éviter tout court-circuit. Après cela, vient l'épreuve des chambres à vide. Ces cuves géantes reproduisent l'espace. On y pompe l'air jusqu'à atteindre une pression d'1 millimètre de mercure. On y fait descendre la température à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Puis, on lance la roquette en vol. Les chambres ont la taille d'un camion. Leurs hublots sont en verre de quartz. Une fois le vide établi, on active le générateur. Les micro-ondes fusent, mais les parois blindées contiennent tout en sécurité. Les capteurs enregistrent température, vibration, impulsion. Si le générateur délivre moins d'1 million de watts, c'est retour à l'atelier. J'ai entendu le ronronnement, grave, comme le bourdonnement d'une abeille géante. Les tests sont répétés 3 fois, avec des pauses pour refroidir le tout par liquide. À l'usine, j'ai parlé avec les ouvriers. Ils sont fiers. L'assemblage se fait par étapes. D'abord la structure, puis l'électronique insérée à la main, car les automates ne parviennent pas à la délicatesse requise. On teste dans les chambres à vide, en simulant le vol. Une seule erreur, et c'est toute la série qui repart en fabrication. Le coût d'une roquette se compte en millions de dollars, mais l'effet en vaut la peine. Imaginez un combat où le matériel ennemi s'éteint tout simplement, comme une bougie sous le vent. J'ai fait un dernier tour autour du missile. La surface est lisse, dotée d'une protection thermique pour des vitesses hypersoniques, allant jusqu'à Mach 2. En dessous, les fixations pour un lancement depuis un bombardier B-52. À l'intérieur, outre le système principal, il existe des systèmes de secours. Si le générateur tombe en panne, le missile peut effectuer des manœuvres de repli ou s'auto-détruire. La sécurité avant tout, car ce n'est pas un jouet. La visite s'achève, mais les impressions demeurent. Le champ révolutionne les règles du jeu dans la guerre moderne, sans effusion de sang, mais avec un contrôle total. Si vous aimez la technologie comme moi, c'est un spectacle à ne pas manquer. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, quelle sera notre prochaine destination? Une usine de microprocesseurs ou de sous-marins peut-être? Rendez-vous sur de nouveaux sites. Comment coule-t-on le cœur d'une locomotive capable de tracter 5000 tonnes de marchandises à travers montagnes et déserts sans s'arrêter? Je me trouve à l'usine Wabtec de Grove City, en Pennsylvanie. C'est ici que naissent les moteurs de locomotives de fret, ces géants qui tirent d'interminables convois de marchandises à travers toute l'Amérique. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez une chose. Les blocs cylindres fabriqués ici ne sont pas des pièces au sens ordinaire du terme. Ce sont des monolithes, des masses compactes de fonte de la taille d'un minibus, pesant près de 50 tonnes. Et elles sont coulées d'un seul tenant. Tout commence avec du sable, mais pas celui que vous connaissez à la plage. Le sable de fonderie est une matière à part, avec son propre caractère et ses exigences bien précises. On le mélange avec des résines spéciales et des durcisseurs pour qu'il puisse résister au contact du métal en fusion à plus de 1300 degrés Celsius, sans s'effriter, se déformer ni se fissurer. Car si le moule se brise pendant la coulée, 15 tonnes de fonte liquide se répandront sur le sol de l'atelier. Ce n'est pas juste une pièce ratée, c'est une catastrophe. Le moule d'un bloc cylindre n'est pas une petite chose. On l'assemble dans un espace dédié, et il occupe l'équivalent d'une pièce de taille moyenne. Les mouleurs déposent le sable par couches, le tassent, construisent les cavités internes, à l'aide de ce qu'on appelle des noyaux. Des inserts de sable qui formeront les futurs conduits du bloc moteur. Circuits d'huile, chemises de refroidissement, logement de piston. Chaque noyau est fabriqué séparément, vérifié, puis monté à l'intérieur du moule comme une pièce d'un puzzle complexe.
Ici, aucune place pour l'erreur. Si un noyau est mal positionné, c'est un mauvais canal qui se formera au cœur du bloc, ou une paroi trop fine entre deux surfaces. Cela ne se verra pas tout de suite. Cela se révélera des semaines plus tard, quand le bloc aura déjà été usiné et expédié pour l'assemblage. Ou pire encore, sur le terrain, lorsque la locomotive tracte déjà un convoi quelque part dans les montagnes du Colorado. C'est pourquoi le contrôle à l'étape du moulage n'est pas une procédure bureaucratique. C'est une question de sécurité. Une fois le moule assemblé et vérifié, on le ferme avec la demi-coquille supérieure et on le fixe. Il est désormais prêt à recevoir le métal. Et le métal, pendant ce temps, se prépare déjà dans le four de fusion. La fonte pour bloc-cylindre, ce n'est pas simplement du fer avec du carbone. C'est un matériau allié, à la composition chimique rigoureusement définie. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène. Chaque élément répond à une propriété précise. Dureté, résistance à la chaleur, résistance à l'usure. Le moteur d'une locomotive fonctionne dans des conditions que la plupart des métaux ne supportent tout simplement pas. Les températures dans les cylindres, pendant le fonctionnement du moteur, atteignent des milliers de degrés. La pression lors de la combustion du gazole est colossale. Et tout cela, heure après heure, jour après jour, année après année, sans interruption. Lorsque le four atteint la température requise et que la composition chimique du métal en fusion est confirmée par analyse, la coulée commence. La poche de fonte liquide, d'un blanc orangé, si lumineux qu'il fait mal aux yeux de le regarder sans lunettes de protection, est amenée vers le moule. Le métal s'écoule à travers le système de coulée, remplit les cavités. 15 tonnes en un seul processus ininterrompu. Si l'on s'arrête en cours de route, le métal commencera à se solidifier de manière irrégulière et le bloc présentera des tensions internes ou des soufflures qui le rendront inutilisable. Tout le processus de coulée ne prend que quelques minutes. Et puis, c'est le silence. Le bloc reste dans son moule et refroidit. Et c'est là que commence un temps qu'on ne peut pas raccourcir. La physique ne se négocie pas. Le refroidissement d'une pièce coulée aussi massive prend plusieurs semaines. Pas des heures, des semaines. Si l'on refroidit trop vite, le métal accumule des tensions internes, des micro-fissures, une structure hétérogène. En apparence, le bloc semble normal. Mais sous la charge, ces tensions ressurgissent, au pire moment et au pire endroit. C'est pourquoi le bloc refroidit librement, naturellement, à son propre rythme. Les technologies surveillent la température en différents points, contrôlent le gradient. Cela ressemble au refroidissement d'une grande pièce de verre dans une production complexe, un art de la patience. Lorsque le bloc a enfin refroidi et qu'on l'extrait du moule, il paraît brut. Le sable se détache, la surface est rugueuse. Il y a des bavures là où le métal s'est infiltré dans les interstices entre les parties du moule. On nettoie le bloc et c'est seulement après qu'il part en usinage. Et c'est là que commence l'autre extrême. Si l'atelier de fonderie, c'est la force, la chaleur et la puissance brute, l'atelier d'usinage, lui, c'est la précision qui confine à la paranoïa. Le bloc est installé sur des fraiseuses multi-axes à commande numérique. Ces machines partent du sol et disposent d'une zone de travail suffisante pour usiner une pièce de la taille d'une voiture. Commence alors l'alésage des logements de pistons. 60 cylindres sur 2 rangées, chacun d'un diamètre de plusieurs centaines de millimètres. Et chaque alésage doit être usiné avec une tolérance de quelques micromètres. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Un cheveu humain fait environ 70 micromètres. Autrement dit, la tolérance sur le cylindre est inférieure à un dixième de l'épaisseur d'un cheveu. Pourquoi une telle précision ? Parce que le piston se déplace dans le cylindre des milliers de fois par minute. Si le jeu est trop important, les gaz s'échappent au-delà des segments. La pression chute, le moteur perd en puissance et consomme de l'huile. Si le jeu est trop faible, le piston se grippe.
Il existe donc une valeur correcte unique, dont on ne peut s'écarter ni vers le haut, ni vers le bas. Pendant que la fraiseuse usine, l'opérateur arrête régulièrement le processus et mesure l'alésage à l'aide d'un alésomètre spécial. La température est maintenue stable, car le métal se dilate sous l'effet de la chaleur, et des mesures à différentes températures donneraient des résultats variables. Ce n'est pas une précaution excessive. C'est une condition sine qua non de toute fabrication précise. Outre les cylindres, les machines-outils usinent les logements de roulement du vilebrequin, les portées de l'arbre à cames, les plans de joint, toutes les surfaces où le bloc entre en contact avec d'autres pièces du moteur. Chacune possède sa spécification propre, sa tolérance propre, son contrôle propre. L'ensemble du cycle, de la coulée au bloc achevé, s'étend sur 4 à 6 semaines. Et au terme de ce parcours, apparaît une pièce qui ressemble presque à une œuvre d'art, comparée à la coulée brute extraite du moule. Un parallélépipède gris, lourd, usiné à la perfection, qui dissimule 16 cylindres impeccables et des kilomètres de canaux internes. Ce bloc partira à l'assemblage, où il sera équipé de pièces venues de tout le pays. Pistons, vilebrequins, culasses, système d'injection. Et quelques mois plus tard, il reviendra transformé en moteur complet. Le même qui propulsera une locomotive à travers montagnes, déserts et plaines sans relâche pendant des années, des décennies. Et tout a commencé ici, avec un tas de sable à mouler et une coulée de fonte brute.